Des chips, il me faut des chips. Ma gueule ou quoi, putain. Quoi? Des chips, il me faut des chips. Numéro 2, je Suppose? Non, ton pote la frisette. t'es pas là, il a oublié son téléphone chez nous. Tu lui diras, ok? Hein? Mais s'il est pas avec vous et qu'il est pas avec moi, il est où alors? Comment ça, pas avec toi? Genre pas dans la même pièce ou tu sais vraiment pas où il est? Oh là là, c'est quoi toutes ces questions là? Bah genre, il est pas rentré ici depuis qu'il allait chez vous quoi? Attends, mais c'était il y a 3 jours ça, et t'appelles que maintenant, ça t'a pas inquiété? Bah non, j'avais des films à mater et plein de chips, du coup, bah c'était pas grave. Putain, je suis sûr qu'il se fait choper par les contrôleurs, mais quel bolos. Du coup les chips, je fais une croix dessus, c'est ça hein? Il va pas m'en ramener. Mais évidemment que tu fais une croix dessus, et en plus il en ramènera plus jamais si on fait pas quelque chose. Hein? Comment ça plus jamais? Vous déconnez là? Bon, on te rappelle dès qu'on aura éclairci la situation, D'ici là, tu bouges pas de chez toi. t'ouvres à personne, tu réponds à personne, ok? Ok? Eh oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah tu m'as dit de répondre à personne, faut savoir ce que tu veux hein? Oh putain, mais quel bolos. Mais tu réponds à moi, et seulement à moi, ok? C'est bon, j'ai compris, t'énerve pas. Oh là là, ah, lui il est bien con lui. Ah putain le bâtard, je le déteste. Merde, putain il doit m'en rester dans celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà du réel. Si vous voyez cette vidéo, c'est que l'heure est grave. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de quelqu'un qui a enchaîné les succès d'estime et qui a quelques petits cartons au box-office. Et pour éviter toute interruption pendant cette vidéo, j'ai mis numéro 2 devant la trilogie du Seigneur des Anneaux, version longue. On devrait donc être tranquille pendant un petit moment. C'est bon qu'on Enfin. qu'on mette lecture, j'ai arrêté sans faire exprès. Et bah t'appuies sur le même bouton. Ah oui, c'est bon, ça marche. Voilà, super, maintenant tu regardes et tu fermes ta gueule. On fait comme ça? Hein, tu dis quoi? Si je vous dis mise en scène et photographie stylisée, couleurs chatoyantes, éclectisme artistique, vous me dites? Vous me dites? Bon, je devrais arrêter de faire les devinettes, hein, vu que je peux pas entendre votre réponse, c'est débile. Bref, aujourd'hui on va parler de Danny Boyle. Voilà. Non? Ça vous dit rien là? La plage, Trainspotting, 28 jours plus tard, Sunshine. Hein? Ça revient là, hein, ça revient. Ouais, je sais, le cinéaste britannique n'a pas cessé de nous surprendre, hein, en bien comme en mal. Et du coup, il me semblait intéressant de faire un petit coup de projecteur sur sa carrière, non? Non? Allez! Allez! Donc, Danny Boyle est un réalisateur et producteur anglais né à Manchester en 1956. Élevé dans une famille catholique plutôt aisée et très stricte en termes d'éducation, il s'en émancipera en plongeant dans la culture punk dans sa jeunesse. Danny Boyle apparaît donc déjà comme un personnage un peu paradoxal et aux multiples influences. Après des études au Sandley Salesian College de Bolton, il commence à travailler dans le milieu du théâtre au début des années 80. Il va ainsi mettre en scène plusieurs pièces qui remporteront différents prix. Ça lui réussit donc pas mal et devient en 85 le directeur adjoint de la Royal Court Theatre Company. Beau gosse. Cette position confortable ne l'empêche pas de regarder ailleurs, et à la fin des années 80, il s'essaie à la réalisation de téléfilms pour la BBC. Ses premières expériences télévisuelles lui permettent notamment de rencontrer le scénariste John Hodge et le producteur Andrew McDonald. De cette rencontre va naître en 1995 son premier long métrage pour le cinéma, intitulé Petit meurtre entre amis ou encore Shallow Grave dans sa langue originale, et racontant les aventures de 3 colocataires perturbés par la mort brutale du 4e coloc, qui a laissé derrière lui une valise remplie de billets, ce qui mettra un peu à mal leur amitié.
Avec un casting rempli de nouvelles têtes, dont Ewan McGregor dans l'un de ses premiers rôles marquants, Petit meurtre entre amis est un petit bijou d'humour noir acclamé par la critique et qui remportera pas mal de prix dans les festivals. Ce film deviendra par la suite le premier épisode de la trilogie Bag of Money, du trio Danny Boyle, John Hodge et Andrew McDonald. Ils mettront toujours en scène un personnage principal interprété par Ewan McGregor confronté au manque d'argent. Suivront par la suite le film choc et culte Trainspotting sorti en 96 et le plus confidentiel Une vie moins ordinaire sorti en 97. Mais stop! Avant de continuer, faisons un petit coup de projecteur sur Trainspotting, film racontant la vie mouvementée d'un jeune junkie à Édimbourg. Le long métrage, sort en 96 et est un véritable carton, aussi bien critique que public, ce qui permettra véritablement à Danny Boyle d'atteindre une renommée mondiale. Trainspotting est en effet un film générationnel qui a considérablement marqué le cinéma indépendant britannique, que ce soit sur le fond ou sur la forme. C'est pourquoi il se fait alpaguer par Hollywood à la fin des années 90 pour réaliser le film La Plage, adapté du bouquin d'Alex Garland avec qui il collabora plusieurs fois par la suite. La Plage raconte l'histoire de Richard, un jeune américain en vadrouille en Asie du Sud-Est qui, lors d'un stop en Thaïlande, fait la rencontre d'un mec très chelou qui lui parle d'une plage secrète habitée par une communauté de hippies. Le lendemain, Richard découvre son cadavre et une carte indiquant l'endroit de la plage en question. Pour ce film, les studios mettent les moyens, plus de 35 millions de dollars de budget, la nouvelle superstar Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, ce qui lui aura d'ailleurs valu une brouille de plusieurs dizaines d'années avec Ewan McGregor à qui il avait promis le rôle, un casting international qui a de la gueule, des décors paradisiaques. Et la chute ne sera que plus difficile pour Danny Boyle. Le film se fait charcuter par la critique qui juge le long métrage comme un trip new age de mauvais goût. Bon, en même temps, quand on voit le passage sous trip en mode jeu vidéo complètement what the fuck, la BO année 2000 très délavée, et on peut leur donner un peu raison. Et Danny Boyle n'en ressort pas indemne. Écœuré par son expérience hollywoodienne, il retourne en Angleterre pour se consacrer à des projets un peu plus intimistes. Et pour cela, il s'associe une nouvelle fois avec l'auteur Alex Garland, et change complètement de registre en s'attaquant à un thriller horrifique intitulé 28 jours plus tard, décrivant une Angleterre en quarantaine suite à une pandémie de rage qui a infecté une grande partie de la population. Bref, le film est un véritable succès critique et public, et verra même une suite sobrement intitulée 28 semaines plus tard. Danny Boyle ne réalisera que la merveilleuse scène d'introduction, mais en assurera toute la production. Après cela, en 2004, il va revenir sur son thème fétiche, à savoir l'avidité des hommes avec le film confidentiel Millions, un thriller mettant en scène des enfants découvrant une valise remplie de billets suite à un braquage de banque. Le film passe assez inaperçu. Là par exemple, il vient de passer, vous l'avez vu vous? Putain, mais c'était nul ça? Attends, mais c'est... Qui c'est qui m'a écrit ça? Numéro 2. Millions passe donc assez inaperçu, ce qui sera un peu moins le cas de Sunshine, où Danny Boyle change une nouvelle fois de registre en s'attaquant cette fois-ci à celui de la science-fiction. Il retrouve Alex Garland au scénario qui lui concocte une histoire assez faux-folle. Une équipe internationale d'astronautes est envoyée dans l'espace pour rebooter notre soleil. Ouais, j'avoue, ça fait pas super sérieux dit comme ça, et pourtant le film n'a rien mais vraiment rien d'un nanar. Le film sort en 2007 et patatras, il se plante au box-office, alors qu'il a été plutôt très bien accueilli par la critique. Je dois vous l'avouer, c'est un peu mon film coup de cœur de Danny Boyle, car il a su sublimer l'idée de base du récit à un niveau spirituel très intéressant. Mais ça, j'y reviendrai après. Mais du coup, avec ce mini-four au box-office, on a un peu l'impression que Danny Boyle a du mal à rentabiliser ses films à grand budget. Et oui, le film étant en partie produit par la filière indé Fox Searchlight, il n'a pas bénéficié de l'appui marketing nécessaire de la part du studio pour s'imposer un peu plus dans les salles. La Fox n'était peut-être pas satisfait du résultat artistique du film qui sort des sentiers battus. Mais ça ne va pas l'atterrir plus que ça, car dès 2008, il revient avec Slumdog Millionaire, un film d'aventure dramatique tourné en Inde et adapté du roman Q&A de Vikas Varup. D'ailleurs, lui, il faudra qu'il rende les lettres à l'alphabet, hein. Là encore, il va caster de nouvelles têtes pour le cinéma, à savoir celles de Dev Patel et de Freda Pinto, qui feront par la suite carrière à Hollywood. Slumdog Millionaire est une fresque indienne racontant par flashback la vie de Jamal Malik, un orphelin de 18 ans vivant dans les bidonvilles de Mumbai et qui est sur le point de remporter la somme de 20 millions de roupies dans le fameux show télévisé Qui veut gagner des millions. Soupçonné de tricherie, il va devoir s'expliquer en racontant différentes périodes de son enfance. En revenant à son thème de prédilection, à savoir l'argent et ses conséquences, et en y appliquant sa patte esthétique et musicale tout en la redynamisant avec le cinéma bollywoodien, grâce notamment à son partenariat avec la réalisatrice indienne Lovelin Tondon, Danny Boyle accouche d'une œuvre mémorable qui remporte un énorme succès critique et public. Le film repart avec 8 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Pas mal pour un projet risqué de par son contexte géographique et son scénario plus qu'original. Bref, 2008 sera finalement l'année de la consécration pour Danny Boyle. Désormais adepte des projets risqués, il est frappé par la lecture du roman autobiographique Plus fort qu'un rock, et racontant l'histoire extraordinaire d'Aaron Ralston qui fut piégé dans une crevasse pendant plus de 5 jours, le bras coincé entre deux rochers. Complètement chauffé par cette histoire, il arrive à convaincre les producteurs d'en faire une adaptation au cinéma. Et oui, le challenge semble compliqué à relever et peut rendre sceptique. Raconter en 1h30 l'histoire d'un homme bloqué pendant 127 heures dans une crevasse, ça n'a pas l'air très évident cinématographiquement parlant. Mais une nouvelle fois, Danny Boyle surprend son monde avec une mise en scène riche et inspirée, un scénario plus dense qu'il n'y paraît, et l'interprétation géniale de James Franco dans le rôle titre. 127 heures sort en 2010 et c'est une nouvelle fois un succès critique avec de nouvelles nominations aux Oscars. Bref, à la fin des années 2000, Danny Boyle marche sur l'eau, en tout cas du point de vue de la critique mondiale. Après une période marathon où il a enchaîné des films tous les ans et demi, il s'accorde une pause bien méritée, ce qui ne l'empêchera pas tout de même de réaliser le film de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012.
On le reverra véritablement sur les écrans qu'en 2013 avec le film Trans, qui passera bizarrement assez inaperçu, alors qu'il avait tout pour intriguer. Un trio d'acteurs qui a de la gueule dans une histoire de braquage de tableau complètement faux folle. Trans est une sorte de film somme, rassemblant les thématiques et le sens esthétique du réalisateur britannique, sans pour autant être une redite, et mêle habilement amnésie, hypnose, mafia et personnages ambigus. Le film passe malheureusement sous le radar et les critiques sont plutôt dures. Ouais, dommage. Ouais. Moi je vais me faire un petit café, hein. Ce qui nous amène à 2015 où Danny Boyle reprend une production à la gestation difficile, qui fut notamment abandonnée par David Fincher lui-même. Il s'agit du projet du scénariste Aaron Sorkin, connu notamment pour avoir écrit The Social Network et créé les séries À la Maison Blanche et The Newsroom, et qui accouche ici d'un script basé sur 3 périodes précises de la vie du célèbre et défunt Steve Jobs. Même si le film se présente comme un film de scénariste, avec des dialogues ciselés, Danny Boyle a quand même pu y imprimer sa patte esthétique tout en couleur et son sens de la mise en scène. Et c'est un succès critique assez unanime, comme quoi le réalisateur britannique assure même en débarquant sur un projet à la dernière minute. Enfin, comme pour boucler la boucle, pour son dernier film connu à ce jour, le cinéaste britannique est revenu sur un terrain connu en s'attaquant à la réalisation de la suite de Trainspotting, intitulée T2 Trainspotting, reprenant la même galerie de personnages loufoques 20 ans après leur séparation. Pouh, et ben, quelle carrière, hein. Moi, ça m'a un peu épuisé tout ça, hein. Du coup, petit café? Eh machin, les voilà, c'est lequel déjà? Je suis paumé avec toute l'équipe là. Tu vois le grand blond qui joue mal? Ouais, je vois un blond, mais il joue pas mal. Il joue très mal. Ouais, bah voilà, c'est lui. Du coup, vous imaginez bien que c'est un travail un petit peu compliqué de définir l'œuvre de Danny Boyle. Ouais, c'est même un sacré beau bordel, hein, pour rien de vous cacher. En tout cas, la première chose que l'on peut dire, c'est que le cinéaste britannique est un réalisateur prolifique, qui n'a pas hésité à se lancer dans des projets différents et risqués. Car oui, le cinéma de Danny Boyle rime avec éclectisme. Enfin, rime, façon de parler. Parce que bon, Boyle, oil, ça rime pas avec isme. C'est pas vraiment des rimes. En l'espace de 20 ans de carrière environ, il s'est quasiment attaqué à tous les genres, voguant de l'un à l'autre sans sourciller et sans vraiment se prendre les pieds dans le tapis. Humour noir, tragicomédie, drame, horreur, thriller, science-fiction, aventure, biopic. Et là je ne compte même pas les sous-genres. Et puis si on regarde de plus près, Danny Boyle s'amuse aussi à mélanger plusieurs genres dans quasiment tous ses films. Sunshine est certes un pur film de science-fiction, mais qui ne rechigne pas à piocher dans le registre du film d'horreur dans sa dernière partie. Il en est de même avec Petit meurtre entre amis, où le film débute comme une comédie légère pour terminer sur le registre du film paranoïaque et horrifique. 127 heures peut être vu comme un survival, mais on y découvre aussi un drame psychologique d'une forte intensité. Trainspotting ne cesse de voguer entre humour et tragédie. On ne sait pas vraiment comment réagir devant les péripéties des personnages. Slumdog Millionnaire n'hésite pas à reprendre certains codes du biopic tout en le mélangeant avec de l'aventure, du drame et même du cinéma bollywoodien. Ainsi, Danny Boyle est un réalisateur très polyvalent et assez insaisissable. Il ne cesse de prendre le spectateur à contre-pied, que ce soit dans le déroulé de son long-métrage, mais aussi dans ses choix de carrière. Il a tenté beaucoup de productions et de montages financiers différents, que ce soit du film indépendant, du film hollywoodien ou des productions étrangères, ce qui en fait un réalisateur riche en expérience mais aussi en inventivité. Alors oui, forcément ce côté « je ne suis pas là où on m'attend » ne lui assure pas un succès immédiat à chaque film. Des fois il se plante, mais d'autres fois on est complètement subjugué par sa créativité. On pourrait même parler de virtuosité. Danny Boyle nous montre qu'il n'a pas froid aux yeux en sortant régulièrement de sa zone de confort. Et forcément ce côté éclectique se retrouve aussi dans la forme de ses longs métrages. Danny Boyle est un réalisateur qui fourmille d'idées sans pour autant partir dans tous les sens. Enfin, pas tout le temps quoi. D'un côté, il tente et expérimente énormément d'effets de mise en scène dans ses longs métrages. Que ce soit des plans désaxés, des split screens, des travelling élégants comme des travelling accélérés, des positions de caméra impossibles, du montage alterné, des images subliminales, bref, il y en a pour tous les goûts, sans pour autant que ce soit artificiel. Par exemple, 28 jours plus tard est rempli de plans inclinés pour signifier que le monde ne tourne plus rond et que les personnages ont perdu leur repère. Enfin, c'est un peu comme ça que j'interprète. D'ailleurs, ce côté formel très riche l'orne parfois dans l'expérimental, avec certaines scènes psychédéliques dotées d'un montage particulier, voire clipesque, pour être en accord avec les faiblesses psychologiques et le côté dérangé de ces personnages. On assiste régulièrement à de vraies expériences visuelles qui généralement ne laissent pas indifférents et nous imprègnent la rétine. Des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Mais d'un autre côté, cette explosion d'idées permet d'affirmer une véritable patte artistique, un style de réalisation et de mise en scène qui ressort de tous ses films. Sa richesse esthétique transparaît dans la composition de chacun de ses plans qui est à chaque fois très travaillée. Cette richesse s'exprime aussi et surtout à travers les images ultra colorées qu'il capture. Il définit chacun de ses films par une palette de couleurs et d'effets de lumière pour ainsi les rendre marquants visuellement chacun à leur manière. On peut citer l'exemple de l'appartement tout en couleur dans Petit meurtre entre amis, ou encore l'aspect carte postale volontairement accentué dans La plage. Slumdog Millionnaire nous jette en plein visage toute la folie de la vie des ghettos indiens, là aussi haute en couleurs. Sans oublier le rendu or et brillant dans Sunshine, complètement en adéquation avec le sujet principal du film. On ne pourra pas passer à côté de sa fascination pour la couleur rouge, symbolisant le danger, qu'il met en valeur dans tous ses longs métrages. Bref, le réalisateur britannique a un œil, un truc qui le rend marquant, original et définitivement pop. Danny Boyle n'est pas un réalisateur qui s'attarde sur ses plans. Ses films sont généralement très rythmés sans pour autant être complètement surcutés, illisibles ou épileptiques. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il utilise rarement l'effet de caméra à l'épaule.
Il préféra des mouvements de caméra élégants, parsemés de plans fixes très picturaux et originaux. Cela rend ses films très dynamiques et en perpétuel mouvement, comme si nous ne pouvions pas nous en échapper. Ce style de réalisation est à l'image de ce qu'il est, à savoir un réalisateur qui tente et qui ne reste pas bloqué dans une case. Malgré ce côté éclectique et cette richesse esthétique, les films de Danny Boyle abordent souvent des thématiques communes. Ainsi, comme je l'ai dit dans la rétrospective de sa carrière, la thématique de l'argent et de son impact sur la vie de ses personnages est régulièrement mise en avant. La trilogie Bag of Money adresse un regard tragicomique où ce qui arrive aux personnages principaux est bien fait pour eux. Trans prend le relais avec un regard différent en mettant en exergue les aspects les plus sombres de l'être humain entre manipulation, paranoïa et violence. Slumdog Millionnaire lui pose un autre point de vue sur la question. Au fil de l'aventure, nous nous prenons d'empathie par les événements qui ont lieu dans la vie de Jamal. Ici, le personnage principal se rend justice lui-même en remportant le jeu télévisé Qui veut gagner des millions, et où les différents échelons de questions permettent de revenir sur les différents moments de sa vie. Cette thématique de l'argent et de ses dérives amène Danny Boyle à se questionner sur les obsessions et la folie de l'homme. Il nous montre ainsi souvent des personnages névrosés, fragiles et profondément humains qui essayent ou qui font face à leurs faiblesses. Tout cela en fait des personnages principaux souvent égoïstes, ambigus et peu sympathiques. Ce sont généralement des anti-héros qui vont soit se révéler, ou alors sombrer dans une spirale infernale. D'ailleurs, ils vont tous plus ou moins péter un câble à un moment ou un autre dans chacun des longs métrages en question. Le trio de colocataires de Petit Meurtre entre amis n'a rien de sympathique, ils sont tous les trois égoïstes et prétentieux. Leur amitié se révèle vite être bien fragile. Dans 127 heures, Aaron Ralston est dépeint comme un personnage égoïste laissant en plan tout derrière lui, famille et relations amoureuses, pour vivre ses expériences en solitaire comme s'il fuyait quelque chose. Trans révèle des personnages ambigus, on ne sait jamais véritablement leur motivation dans ce jeu de cache-cache psychologique. Steve Jobs est à la fois un personnage public détesté et adoré qui oscille entre acte de génie et coup dans le dos. Mais le film dégage une autre dimension. C'est un homme qui a du mal à réagir normalement à des situations familiales relativement communes. Why'd you say you weren't my father? I'm poorly made. Que ce soit en Écosse, en Thaïlande ou encore en Inde, le cinéaste britannique aime donner la parole à ses outsiders, comme il le dit lui-même, sans les pointer du doigt ou les montrer plus beaux que ce qu'ils sont. C'est aussi pourquoi ses films sont souvent effervescents et pleins d'euphorie. Il retire de la rue toute son énergie, que ce soit dans sa population, mais aussi dans sa culture au sens large. Ces défilés de personnages en couleur et la manière dont le réalisateur britannique les dépeint lui permettent d'élever le récit de ses films à un niveau politique, philosophique et parfois spirituel, ayant toujours plus ou moins participé à l'élaboration des scripts des films qu'il a réalisés. Ainsi on peut voir la métaphore du mythe d'Icare dans Sunshine, où l'homme se rend compte qu'il n'est rien à côté de la grandeur du cosmos, et qu'il va finir par se brûler les ailes en croyant pouvoir le contrôler. 127 heures peut être vu littéralement comme la renaissance de son personnage principal. Il comprend enfin ce qui compte pour lui après avoir survécu à l'impossible. Trainspotting pose un regard transgressif sur la société qui nous remet malgré tout dans le droit chemin, nous montrant des junkies paumés et écrasés par cette pression sociale. 28 jours plus tard met en lumière la noirceur de l'être humain et sa bestialité, nous montrant que la violence est déjà autour de nous et que nous en sommes les responsables. Enfin, vous savez que chez Au-delà du réel, on aime terminer sur une note musicale, et on ne pouvait pas passer à côté des bandes originales des films de Danny Boyle, car les musiques qu'il utilise dans ses films jouent un rôle important à différents niveaux. En effet, ces BO à tendance électro, pop et rock permettent d'ancrer ces longs métrages dans une époque ou dans une région géographique. Trainspotting et Petit Meurtre entre amis reflètent l'émancipation de la technodance dans les années 90. Dès que l'on écoute les musiques de La Plage, on se souvient de son enfance à la fin des années 90. Et pour ceux nés plus tard, et bah tant pis pour vous. Slumdog Millionnaire est lui totalement immergé dans une ambiance musicale indienne moderne et riche en sonorités, qui participe au côté effervescent et original du film. Danny Boyle utilise aussi des bandes originales composées spécifiquement, surtout pour ses films de genre, pour véritablement définir leur univers. Le côté post-apocalyptique sans espoir se dégage immédiatement du score de John Murphy pour 28 jours plus tard. Compositeur qu'il retrouvera pour Sunshine avec une musique cette fois-ci teintée d'espoir et de grandeur. Ça y est, je chiale. Là encore, l'aspect musical de ces films est en accord total avec la mise en scène de Danny Boyle, mélangeant inspiration débordante et cohérence. Bref, vous l'avez compris, Danny Boyle est un réalisateur hyper créatif, et ça fait plaisir de voir quelqu'un sortir aussi souvent de sa zone de confort, tout en conservant une certaine patte artistique qu'il arrive à faire évoluer à chacun de ses films. Alors oui, des fois il se plante, il part dans des délires pas toujours de très bon goût, mais quand on prend conscience de toutes ces thématiques abordées, des idées narratives et de mise en scène qu'il arrive à mettre en œuvre, et ben on a envie de dire
Bien wesh mon gars, bien wesh. Du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'être surpris par le cinéaste britannique, et je pense que finalement c'est ça qui compte, non? Ou alors je me plante complètement.